La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le jeudi 28 mai 2026. Le titre du jour, c'est une fois de plus, ça coince toujours à Hormuz. Donc pour la nouveauté, il va falloir repasser. Les États-Unis et l'Iran laissent toujours entendre qu'un accord est proche pour rouvrir le détroit d'Hormuz au trafic maritime, mais ils n'ont pas l'air de parler du même accord. Entre 2 bombardements et 3 attaques de drones, le pétrole continue à faire le yo-yo et l'inflation s'installe. Les montagnes russes, ou plutôt iraniennes, se poursuivent donc en bourse. Le pétrole a décroché hier après un reportage de la télévision d'État iranienne qui évoquait l'existence d'un protocole d'accord de paix provisoire qui pourrait permettre de normaliser le trafic maritime dans le détroit d'Hormuz sous un mois après son entrée en vigueur, sous le contrôle de Téhéran et d'Oman. Les États-Unis ont rapidement démenti, puis de nouvelles escarmouches ont été signalées entre les belligérants, ce qui a provoqué une remontée de la tension dans la région et donc un rebond du pétrole. Le Brent, qui avait lâché 6,5% après la rumeur de la télévision iranienne, reprend 3% ce matin. Comme dirait Mamie Lucette, quand tu fais un pas en avant et 2 pas en arrière, il y a des chances pour que tu recules. Alors je n'ai aucun diplôme de géopolitique, même si je dois dire qu'une longue expérience en conseil municipal en apprend beaucoup sur les travers humains, mais donc je ne vais pas m'aventurer sur le terrain de savoir qui bluffe le mieux entre l'Iran et les États-Unis, mais chaque jour qui passe, et ça c'est une certitude, avec un pétrole nettement plus cher qu'il ne l'était 6 mois en arrière, accroît le risque d'un effet de bord macroéconomique, et ça tout le monde l'a bien compris. En dehors des marchés actions qui sont toujours hypnotisés par les milliards de l'IA, il y a quand même pas mal de frottements dans la mécanique financière. L'arrivée des réunions de politique monétaire du mois de juin va permettre de voir à quel point les banquiers centraux sont préoccupés. Il va sans dire qu'une ébauche de déblocage à Hormuz avant les rendez-vous qui se profilent aiderait grandement les autorités monétaires à y voir plus clair. À ce titre, la BCE se prononcera le 11 juin, les banques du Japon et d'Australie le 16 juin, la Fed le 17 juin et la Banque d'Angleterre le 18 juin. Ça laisse grosso modo 3 semaines pour que la situation se décante dans le Golfe. En attendant, les derniers indicateurs de hausse des prix sont plutôt préoccupants aux États-Unis. On aura une nouvelle lecture aujourd'hui avec l'inflation PCE d'avril qui sera publiée cet après-midi à 14h30. Comme on a un petit peu de place vu que l'actu financière des derniers jours est une redite des jours précédents, et croyez-moi, c'est difficile d'essayer de se renouveler en ce moment, je vais faire une mini digression sur la question pourquoi les financiers font les malins en utilisant l'inflation PCE plutôt que l'inflation classique. L'inflation PCE, c'est l'indice des prix à la consommation des ménages et c'est la mesure d'inflation que la Réserve fédérale surveille en priorité pour piloter sa politique monétaire. On a 2 différences techniques qui expliquent pourquoi. D'abord, le PCE couvre un panier plus large de dépenses puisqu'il inclut notamment les dépenses de santé payées par les employeurs et Medicare qui sont absentes du CPI, l'inflation classique. Et surtout, c'est un indicateur dynamique parce que sa pondération s'ajuste en continu pour refléter les substitutions réelles des consommateurs quand les prix bougent. Par exemple, quand Mamie Lucette n'a plus de sous et remplace ses côtes de bœuf par des patates, d'ailleurs on dit pas patate ici, on dit tartifle, un cours de patois savoyard ne fait jamais de mal, eh bien l'inflation PCE peut le capter. Enfin, il faudrait pour ça que Mamie Lucette quitte ses montagnes et émigre aux États-Unis, ce qui n'est pas près d'arriver. Mais vous avez l'idée, l'inflation PCE capte plus vite ce qui se passe que l'inflation CPI et elle est aussi moins volatile, donc la Fed l'aime bien parce qu'elle perçoit bien ce que le sacro-saint consommateur américain subit réellement. Côté société, il y a eu hier soir une résurgence des publications technologiques américaines sur des sociétés en exercice décalé. Tout le monde s'est employé à faire comprendre qu'il est du bon côté de l'IA, mais la star incontestée de la post-séance s'appelle Snowflake avec un titre qui s'enflamme de 37% à la hausse. Le groupe a apparemment réussi à démontrer qu'il reste une porte d'entrée privilégiée pour ses clients via ses propres solutions IA et aussi qu'il peut dégager des profits avec ses outils même si le coût d'utilisation des moteurs sous-jacents s'accroît. Les prévisions de Marvell, de HP et de Salesforce ont en revanche laissé les investisseurs de marbre. Salesforce a même révisé en baisse ses prévisions sans vraiment convaincre sur ses perspectives dans un monde gouverné par l'IA. Un petit peu plus tôt, les indices boursiers avaient terminé en hausse en Europe et à plat aux États-Unis avec une pause dans les gains de certaines valeurs technologiques. Le Dow Jones en avait quand même profité pour accrocher un record en clôture. Côté Asie-Pacifique ce matin, la remontée du pétrole fait des dégâts, tout le monde baisse, moins 0,3% en Inde à moins 2,3% à Hong Kong. Les valeurs technologiques coréennes sont reparties en recul. L'indice MSCI Asia-Pacifique lâche plus de 1%. Les futurs américains et les indicateurs d'avance européens sont bien ancrés dans le rouge en attendant le prochain rebondissement au Moyen-Orient évidemment. Côté actu des sociétés en France, Thales remporte un contrat pour la fourniture d'un système de radar de contrôle aérien en Slovénie. La FDA accorde un examen prioritaire au Venglustat de Sanofi dans la maladie de Gaucher. Capgemini affirme que l'IA élargit le vivier de dépenses de ses clients, ça reste à prouver quand même. GTT reçoit une commande pour la conception des cuves de 2 nouveaux méthaniers. Soitec a vu son chiffre d'affaires annuel reculer de 34% avec des perspectives de croissance modérées attendues pour l'exercice en cours. On a pas mal d'émissions obligataires de printemps actuellement, AXA, Gecina, Carrefour, Valeo et Score notamment.
notamment. Téléperformance de son côté accepte de racheter 250 millions d'euros d'obligations 2027 et 350 millions d'euros d'obligations 2028 pour améliorer le profil de sa dette. LDC affiche un EBITDA annuel de 720 millions d'euros. Soprasteria a engagé des négociations pour l'acquisition de Digital Product Simulation. Reworld réussit son refinancement de dette bancaire. La période d'observation du redressement judiciaire de Nacon est étendue au 2 septembre 2026. Atari reçoit le feu vert de ses actionnaires pour changer son domicile de la France au Luxembourg. Prodways dépose un projet d'Opera sur ses propres actions et Lighton signe un contrat avec Infocom 94 pour accélérer le déploiement de l'IA générative souveraine dans les collectivités. Sur l'agenda des publications en France, on a De Richebourg, Pierre et Vacances, Precia, Abionics et encore NetGem aujourd'hui. Ailleurs en Europe, Uber acquiert une nouvelle tranche d'actions Delivery Hero pour renforcer sa participation au capital. La Deutsche Bank tient sa première assemblée générale en présentiel depuis 2019. Iberdrola inaugure un projet de batterie en Espagne. Ferrari s'attaque aux critiques sur ses débuts dans l'électrique avec une nouvelle stratégie. Aegon propose une modification de ses statuts en vue de son transfert aux États-Unis. Bayer est visé par une plainte pour monopole présumé sur le marché américain des semences de maïs OGM. Adyen annonce le départ de son directeur financier. Avolta obtient des concessions sur 12 ans à l'aéroport de Norfolk. CD Projekt soumet à l'AG l'adoption d'un programme d'incitation à court terme pour ses dirigeants. Sur l'agenda des publications européennes, Orlen, SSE ou encore Dieteren aujourd'hui. En Amérique du Nord, j'en ai déjà un peu parlé, Snowflake flambe de 37% hors séance après ses trimestriels. Salesforce recule à l'inverse de 1,2%, Marvel perd 1,4% et Synopsys perd 2%. FedEx Freight va faire son entrée dans le S&P 500 le 29 mai à la place d'EPAM Systems. Microsoft a remporté un contrat du Patagon pour des logiciels d'entreprise d'une valeur énorme de près de 10 milliards de dollars. Amazon confie sa division santé au cofondateur d'Amwell, Ido Schoenberg. Par ailleurs, le groupe donne le feu vert à 3 séries pour enfants générées par IA. Meta a lancé des forfaits d'abonnement payants IA pour Instagram, Facebook et WhatsApp. GA Aerospace voit sa demande de maintenance moteur résister malgré la hausse des prix du kérosène. Wells Fargo anticipe une croissance à 2 chiffres de la banque de financement et d'investissement et du trading. Les actionnaires de Nextera ont rejeté la proposition d'alignement sur l'accord de Paris et Boeing a remporté une extension de contrat de 855 millions de dollars avec la Navy pour des avions P-8A. Sur l'agenda des publications outre-Atlantique aujourd'hui, Costco, Dell, Autodesk ou encore NetApp. Ailleurs dans le monde, Denso intensifie sa R&D pour réduire sa dépendance aux terres rares. Toyota rappelle 82 000 véhicules aux États-Unis pour un défaut logiciel. Mitsubishi Chemical et Accenture créent une co-entreprise pour accélérer la transformation opérationnelle par l'IA. Sony a élargi sa gamme de divertissement à domicile avec de nouveaux téléviseurs et de systèmes audio. America Mobile vise une croissance régulière et a maintenu ses investissements à 7 milliards de dollars. Panasonic vise 10 milliards de yens de revenus dans ses installations sportives d'ici l'exercice 2027. Goodman a été sélectionné comme partenaire de développement principal pour un futur campus de centre de données au Japon et BHP a signé un accord sur l'approvisionnement énergétique de ses mines de fer en Australie occidentale. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Très bonne journée à toutes et à tous.